Israéliens s'entendent très bien avec les autres ennemis de l'Iran, les Saoudiens, les Émirats, l'Égypte, et maintenant aussi avec la Russie. En fin de compte, ce qui inquiète les Iraniens, ce sont les relations entre, par exemple, M. Bennett et M. Poutine se parlent tous les jours au téléphone. Leurs relations sont plus grandianes que celles de M. Poutine avec les ayatollahs. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, on a un peu le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que on assiste à une sorte de confrontation de plus en plus ouverte entre l'Iran et Israël. Avant, les choses se faisaient dans le, on va dire, pas presque en catimini, c'est-à-dire sans revendication, mais là, on a l'impression que avec les tirs de missiles iraniens en direction d'Irbil en Irak contre apparemment des cibles apparentées à Israël, on va dire, même si ce n'est pas apparemment vrai, mais en tout cas une volonté de la part des Iraniens de provoquer Israël, et également des attaques cybernétiques qui sont apparemment imputées à l'Iran contre des ministères israéliens. Ça devient de plus en plus ouvert, cette confrontation, et c'est exact de le dire? Alors oui, ça devient de plus en plus ouvert du côté iranien. Oui. Du côté israélien, le silence est de rigueur. Certaines informations récentes ne sont d'ailleurs aucunement confirmées par aucun côté, c'est-à-dire les Iraniens ont beaucoup parlé, mais ils n'ont fourni aucune preuve, et les Israéliens ne leur donnent aucun indice, et pas à nous non plus d'ailleurs, au public, de si ce que prétendent les Iraniens est véridique ou non, à commencer effectivement par le tir qu'il y a eu au nord de l'Irak vers les soi-disant bases secrètes israéliennes, donc au Kurdistan irakien. Il n'y a aucune preuve de cela. On n'a pas, à un moment donné, on a même soupçonné que c'était des tirs sur le consulat américain. Il n'en est rien non plus. Il semblerait qu'en fin de compte, ce qui a été atteint, c'est des propriétés appartenant à Monsieur Barazani, qui est le chef du gouvernement du Kurdistan irakien, et avec qui les Iraniens ont des comptes à régler, bien qu'effectivement les Kurdes irakiens aient d'excellentes relations depuis longtemps avec les Israéliens, et qu'on puisse soupçonner, ce ne serait pas surprenant, qu'il y ait une présence, en tous les cas, au moins de consultants militaires israéliens, de conseillers au Kurdistan, et peut-être éventuellement il y a deux commandements aujourd'hui au sein de Tsahal qui justifient ce que Tsahal, et ça c'est le mot employé par Tsahal, à Maracha Ben Amilchamot, la campagne entre les guerres. Donc Tsahal admet bien qu'on mène une campagne militaire entre deux guerres possibles. Et là, il y a deux commandements. Il y a le commandement du troisième cercle, donc un commandement qui est destiné, comme il y a le commandement nord, sud et centre, et bien là, ce commandement du troisième cercle est consacré surtout à l'Iran, et à tout conflit possible ailleurs au Moyen-Orient, loin d'Israël. Et il y a aussi un commandement de ce qu'on appelle le front de la profondeur, le front lointain. Et ça, c'est un commandement spécial des forces spéciales israéliennes destiné à de possibles opérations loin du territoire israélien, donc en territoire ennemi. Donc tout cela rend plus ou moins plausible qu'il y ait des cibles qui soient atteignables par les Iraniens, qui ne se trouvent pas en Israël même, mais plus proche. Ça pourrait être aussi en Azerbaïdjan, ça pourrait être même aux Émirats. On sait que le chef de l'état-major, Kochavi, s'est même entretenu avec des militaires du Qatar. Donc la présence israélienne est possible plus proche de l'Iran. D'autres menaces, alors on parle aussi du fait qu'Israël aurait détruit une centaine de drones au sein même de l'Iran, au cœur du territoire iranien. Là, c'est déjà un peu moins possible, dans la mesure aussi nos drones. Ces drones auraient été détruits par des drones israéliens, pas des pilotes, pas de pilotes donc de l'armée de l'air, mais des avions sans pilote, lesquels auraient dû donc survoler la Jordanie, admettons, peut-être une partie de l'Arabie Saoudite avec l'accord des Saoudiens, admettons, mais certainement pas l'Irak. Là, il y a un problème. Il aurait fallu quand même qu'ils passent par l'Irak pour pouvoir atteindre l'Iran, à moins qu'ils aient été tirés
d'un pays voisin, dont les Émirats de nouveau ou l'Azerbaïdjan. Alors tout cela n'est pas confirmé. Qu'est-ce qui pousse, Raphaël, les Iraniens à durcir le ton, à multiplier les initiatives, les opérations, que ce soit sur le plan cybernétique apparemment, bien entendu, ou sur le plan militaire, purement militaire? Alors, ce qui pousse les Iraniens, c'est qui les agace, même je dirais, c'est en fait la façon dont Israël s'entend de mieux en mieux avec tout le monde. Alors, on savait que les Iraniens s'entendaient bien avec les Américains, mais ce qui inquiète les Iraniens, c'est que les Iraniens s'entendent très bien avec les autres ennemis de l'Iran, les Saoudiens, les Émirats, l'Égypte, et maintenant aussi avec la Russie. En fin de compte, ce qui inquiète les Iraniens, ce sont les relations entre, par exemple, M. Bennett et M. Poutine se parlent tous les jours au téléphone. Leurs relations sont plus grandianes que celles de M. Poutine avec les ayatollahs. Ça les inquiète énormément. Et puis il y a évidemment toute la pression qu'Israël met sur les Américains et les Européens pour ne pas signer l'accord sur le nucléaire iranien, qui aujourd'hui est bloqué d'ailleurs par un certain mécontentement des Russes. Indirectement, il y a un impact donc des sanctions qui ont été affligées aux Russes sur la participation russe à cet accord, puisque les Russes devaient, par exemple, éventuellement entreposer chez eux l'uranium trop enrichi qui est actuellement aux mains des Iraniens. Donc tout cela inquiète les Iraniens. Il semble qu'ils perdent du terrain au Proche-Orient. Leur rêve, c'était de conquérir tout le Proche-Orient. C'était le djihad, l'hégémonie iranienne perse sur le monde islamique, et là, eh bien, ça s'éloigne de plus en plus, et donc il y a cette intensification, il faut bien le dire, de l'activité iranienne qui s'est manifestée, et là c'est plus plausible évidemment par une attaque cyber, puisqu'on sait que les Iraniens disposent de à peu près entre 500 et 800 hackers professionnels qui travaillent à plein temps pour les gardiens de la révolution, lesquels sont appuyés par environ 2 à 3 000 autres hackers de par le monde islamiste, djihadiste, sympathisants des Iraniens. Eh bien, Raphaël Yerushalmi, merci d'avoir été avec nous. Je voudrais rappeler, consacrer peut-être les 2 dernières minutes qui nous restent à parler de votre dernier ouvrage, In Absentia, qui est paru ces derniers jours aux éditions Actes Sud. De quoi ça parle, Raphaël, très rapidement? Alors, je suis en ce moment d'ailleurs à Paris, où je commence la tournée littéraire de lancement du livre qui va mener à travers toute la France et spécialement en Alsace, puisque la moitié de ce roman se passe au Struthof, qui fut le seul camp de concentration nazi opérant sur le sol français, une histoire sombre de l'histoire française, et l'autre moitié a pour héros Saül Bernstein, un collectionneur d'art qui va arriver tôt ou tard à Auschwitz, mais qui avant cela va mener une vie très parisienne et qui va avoir pour particularité de devenir un des 100 squelettes commandés par les nazis du Struthof à Himmler et triés et sélectionnés à Auschwitz. Et c'est la rencontre donc de 2 héros, un détenu du Struthof et ce dandy juif parisien qui va sublimer la Shoah, l'histoire, un roman un petit peu particulier. Voilà, que je défends donc aujourd'hui sur le sol de France et de Belgique. Voilà, votre 4e roman, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? 5e roman, ben, très bien, fantastique. 5e roman. Merci beaucoup, Raphaël Yerushalmi, de nous avoir éclairé donc sur cette situation sécuritaire tendue entre Israël et l'Iran, et de nous avoir présenté donc brièvement de ce roman que vous allez présenter au cours des prochains jours en France et qui sort dans toutes les librairies sous les éditions Actes Sud. In Absentia, c'est le nom de ce roman. Merci encore, Raphaël. Bonne journée, bonne continuation, bonne fête de Pourim également. Bonne fête, Daniel.